Bonsoir à tous et bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur le canapé de Voyage au bout de la nuit pour une nouvelle lecture ensemble en compagnie ce soir d'Alfred de Musset. Nous plongeons dans son univers romantique. Alors sachez que Musset, j'en suis sûre, vous le connaissez. En tout cas, vous connaissez certaines de ses œuvres. Sachez que c'est un poète et dramaturge français de la période romantique, donc né le 11 décembre 1850 à Paris et mort le 2 mai 1857. Et il fut, dès le début, dès l'enfance, dès son éducation, un lycéen brillant. Le premier de sa classe au collège Henri IV, qui est le meilleur lycée parisien encore aujourd'hui. Il reçut notamment le prix d'honneur en 1827 pour son implication en classe. Alors, Alfred s'intéresse à plein de choses, aussi bien à la littérature qu'au droit, mais aussi à la médecine. Et c'est malheureusement lors du décès de son papa, Alfred a seulement 22 ans, il décide de consacrer sa vie à la littérature. Alors très vite, il va écrire notamment des poèmes, un premier recueil poétique publié en 1829, Contes d'Espagne et d'Italie. Et puis, 4 ans plus tard, il publie son premier drame romantique inspiré d'un voyage à Venise effectué avec son amour, même si c'est une liaison très houleuse, George Sand. Lorenzaccio est donc adapté et inspiré en tout cas de leur voyage en Italie. Vient la même année Fantasio et également son œuvre « On ne badine pas avec l'amour » que vous avez lu, j'en suis sûre. En tout cas, je vous l'avais lu ici sur le canapé de D8 il y a quelques temps. Mais alors ce soir, ce sont ces nouvelles que nous allons découvrir ou redécouvrir peut-être pour certains d'entre vous ensemble. Nous lisons actuellement Les Deux Maîtresses, c'est la deuxième nouvelle de la soirée. Et puis je crois que c'est Amélie qui prendra le relais de cette lecture un peu plus tard. En tout cas, pour vous faire un court résumé, nous avons le personnage de Valentin qui est complètement divisé dans son amour pour deux femmes que tout oppose, Madame de Parne et Madame du Bellay. Alors l'une est mariée et très aisée, Madame de Parne, la comtesse, et l'autre est veuve et travaille encore chez sa maman. Mais elle ne se laisse pas faire pour autant, évidemment, c'est elle qui pour l'instant a l'avantage sur la marquise. Que va-t-il se passer? On le découvre tout de suite. N'hésitez pas à réagir dès à présent avec le hashtag VBN. Le bruit d'une clé dans la serrure le fit retourner précipitamment à son placard. Est-ce la marquise ou la femme de chambre? Celle-ci pouvait le délivrer, ou du moins lui donner un morceau de pain. M'accusez-vous encore d'être romanesque si je vous dis qu'en ce moment, il ne savait laquelle des deux il eût souhaité de voir entrer. Ce fut la marquise qui parut. Que venait-elle faire? La curiosité fut si forte que toute autre idée s'évanouit. Madame de Parne sortait de table. Elle fit précisément ce que Valentin rêvait tout à l'heure. Elle ouvrit les fenêtres, ferma les persiennes et alluma 2 bougies. Le jour commençait à tomber. Elle posa sur la table un livre qu'elle tenait, fit quelques pas en fredonnant et s'assit sur un canapé. « Que vient-elle faire ?» se répétait Valentin. Malgré l'opinion de la servante, il ne pouvait se défendre d'espérer qu'il allait découvrir quelque mystère. Qui sait, pensait-il, elle attend peut-être quelqu'un? Je me trouverais jouer un beau rôle s'il allait arriver un tiers. La marquise ouvrait son livre au hasard, puis le fermait, puis semblait réfléchir. Le jeune homme crut s'apercevoir qu'elle regardait du côté du placard, à travers la porte entrebâillée. Il suivait tous ses mouvements. Une étrange idée lui vint tout à coup. La femme de chambre avait-elle parlé? La marquise savait-elle qui était là? Voilà. Direz-vous que c'est une idée bien folle et surtout bien peu vraisemblable. Comment supposer qu'après son billet, la marquise, instruite de la présence du jeune homme, ne l'eût pas fait mettre à la porte? Ou, tout au moins, ne lui eût pas mise elle-même? Je commence, madame, par vous assurer que je suis du même avis que vous. Mais je dois ajouter, pour l'acquis de ma conscience, que je ne me charge sous aucun prétexte d'éclaircir des idées de ce genre.
Il y a des gens qui supposent toujours et d'autres qui ne supposent jamais. Le devoir d'un historien est de raconter et de laisser penser ceux qui s'en amusent. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est évident que la déclaration de Valentin avait déplu à Madame de Parme. Qu'il est probable qu'elle n'y songeait plus, que selon toute apparence, qu'elle le croyait parti, qu'il est plus probable encore qu'elle avait bien dîné, qu'elle venait faire la sieste dans son pavillon, mais il est certain qu'elle commença par mettre un de ses pieds sur son canapé, puis l'autre, puis elle posa la tête sur son coussin, puis qu'elle ferma doucement les yeux et il me paraît difficile après cela de ne pas croire qu'elle s'endormit. Valentin eut envie, comme dit Valmont, d'essayer de passer pour un songe. Il poussa la porte du placard. Un craquement le fit frémir. La marquise avait ouvert les yeux. Elle souleva sa tête et regarda autour d'elle. Valentin ne bougeait pas, comme vous pouvez croire. N'entendant plus rien, n'ayant rien vu, Madame de Parme se rendormit. Le jeune homme avança sur la pointe du pied et, le cœur palpitant, respirant à peine, il parvint comme Robert le diable jusqu'à Isabelle assoupie. Ce n'est pas en pareille circonstance qu'on réfléchit ordinairement. Jamais Madame de Parme n'avait été si belle. Ses lèvres, entr'ouvertes, semblaient plus vermeilles. Un plus vif incarnat colorait ses joues. Sa respiration égale et paisible soulevait doucement son sein d'albâtre, couvert d'une blonde légère. L'ange de la nuit ne sortit pas plus beau d'un bloc de marbre de Carrare, sous le ciseau de Michel-Ange. Certes, même en s'en offensant, une telle femme surprise ainsi doit pardonner le désir qu'elle inspire. Un léger mouvement de la marquise arrêta cependant Valentin. Dormait-elle? C'est étrange, ce doute la troublait malgré lui. Et qu'importe, se dit-il, est-ce donc un piège? Quel travers et quelle folie! Pourquoi l'amour perdrait-il de son prix en s'apercevant qu'il est partagé? Quoi de plus permis, de plus vrai qu'un demi-mensonge qui se laisse deviner? Quoi de plus beau qu'elle si elle dort pas? Quoi de plus charmant si elle ne dort pas? Tout en parlant ainsi, il restait immobile et ne pouvait s'empêcher de chercher un moyen de savoir la vérité. Dominé par cette pensée, il prit un petit morceau de sucre qui restait de son repas et, se cachant derrière la marquise, il lui jeta sur la main. Elle ne remua pas. Il poussa une chaise doucement d'abord, puis un peu plus fort. Point de réponse. Il étendit le bras et fit tomber à terre le livre que Madame de Parme avait posé sur la table. Il la crut éveillée cette fois et se blottit derrière le canapé, mais rien ne bougeait. Il se leva alors et, comme la persienne entr'ouverte exposait la marquise au serein, il la ferma avec précaution. Vous comprenez, madame, que je n'étais pas dans le pavillon et du moment que la persienne fut fermée, il m'a été impossible d'en voir davantage. Chapitre 6 des deux maîtresses. Il n'y avait pas plus de 15 jours de cela, lorsque Valentin, en sortant de chez Madame Delaunay, oublia son mouchoir sur un fauteuil. Quand le jeune homme fut parti, Madame Delaunay ramassa le mouchoir et, ayant par hasard regardé la marque, elle trouva un I et un P très délicatement brodés. Ce n'était pas le chiffre de Valentin. À qui donc appartenait ce mouchoir? Le nom d'Isabelle de Parme n'avait jamais été prononcé rue du Plat d'Étain, et la veuve, par conséquent, se perdait en vaines conjectures. Elle retournait le mouchoir dans tous les sens, regardait un coin, puis un autre, comme si elle eût espéré découvrir quelque part le véritable nom du propriétaire. Et pourquoi, me demanderez-vous, tant de curiosité pour une chose si simple? On emprunte tous les jours un mouchoir à un ami, et on le perd, cela va sans dire. Qu'y a-t-il là d'extraordinaire? Cependant, Madame Delaunay examinait de près la fine batiste et y trouvait un air féminin qui lui faisait hocher la tête. Elle se connaissait en broderie et le dessin lui paraissait bien riche pour sortir de la moire d'un garçon.
Un indice imprévu lui découvrit la vérité. Au pli du mouchoir, elle reconnut qu'un des coins avait été noué pour servir de bourse. Cette manière de serrer son argent n'appartient, vous le savez, qu'aux femmes. Elle pâlit à cette découverte. Et après avoir pendant quelque temps fixé sur le mouchoir des regards pensifs, elle fut obligée de s'en servir pour essuyer une larme qui coulait sur sa joue. Une larme, direz-vous, déjà une larme? Hélas, oui, madame, elle pleurait. Qu'était-il donc arrivé? Mais je vais vous le dire. Mais il faut pour cela revenir un instant sur nos pas. Il faut savoir que le surlendemain du bal, Valentin était venu chez madame Delaunay. La mère lui ouvrit la porte et lui répondit que sa fille était sortie. Madame Delaunay, là-dessus, avait écrit une longue lettre au jeune homme. Elle lui rappelait leur dernier entretien et le suppliait de ne plus la voir. Elle comptait sur sa parole, sur son honneur, sur son amitié. Elle ne se montrait pas offensée et ne parlait pas du galop. Bref, Valentin lut cette lettre d'un bout à l'autre sans y trouver rien de trop ni de trop peu. Il se sentit touché et il eût obéi si le dernier mot n'y eût pas été. Ce dernier mot, il est vrai, avait été effacé, mais si légèrement qu'on ne l'en voyait que mieux. Adieu, disait la veuve en terminant sa lettre. Soyez heureux. Dire à un amant qu'on bannit « Soyez heureux », qu'en pensez-vous, madame? N'est-ce pas lui dire « Je ne suis pas heureuse ». Le vendredi venu, Valentin hésita longtemps s'il irait ou non chez le notaire. Malgré son âge et son étourderie, l'idée de nuire à qui que ce fût lui était insupportable. Il ne savait à quoi se décider lorsqu'il se répéta « Soyez heureux ». Et il courut chez Monsieur des Andelys. Pourquoi madame de Launay y était-elle? Quand notre héros entra dans le salon, il la vit froncer le sourcil avec une singulière expression. Pour ce qui regarde les manières, il y avait bien en effet quelque coquetterie, mais au fond du cœur, personne n'était plus simple, plus inexpérimenté que madame de Launay. Elle avait pu, en voyant le danger, tenter hardiment de s'en défendre, mais pour résister à une lutte engagée, elle n'avait pas les armes nécessaires. Elle ne savait rien de ces manèges habiles, de ces ressources toujours prêtes, au moyen desquelles une femme d'esprit sait tenir l'amour en lisière et l'éloigner ou l'appeler tour à tour. Quand Valentin lui avait baisé la main, elle s'était dit « Voilà un mauvais sujet dont je pourrais bien devenir amoureuse. Il faut qu'il parte sur le champ. » Mais lorsqu'elle le vit, chez le notaire, entré gaiement sur la pointe des pieds, serré dans sa cravate et le sourire sur les lèvres, le saluant malgré sa défense, avec un gracieux respect, elle se dit « Voilà un homme plus obstiné et plus rusé que moi. Je ne serai pas la plus forte avec lui. Et puisqu'il revient, il m'aime peut-être. » Elle ne refusa pas cette fois la contredanse qu'il lui demandait. Aux premières paroles, il vit en elle une grande résignation et une grande inquiétude. Au fond de cette âme timide et droite, il y avait quelque ennui de cette vie. Tout en désirant le repos, elle était lasse de la solitude. Monsieur Delaunay, mort fort jeune, ne l'avait point aimée. Il l'avait prise pour ménagère plutôt que pour femme, et quoiqu'elle n'eût point de dot, il l'avait fait en épousant ce qu'on appelle un mariage de raison. L'économie, l'ordre, la vigilance, l'estime publique, l'amitié de son mari, les vertus domestiques, en un mot, voilà ce qu'elle connaissait en ce monde. Valentin avait, dans le salon de Monsieur des Andelys, la réputation que tout jeune homme, dont le tailleur est bon, peut avoir chez un notaire. On n'en parlait que comme d'un élégant, d'un habitué de Tortoni. Et les petites cousines se chuchotaient entre elles des histoires de l'autre monde qu'on lui attribuait. Il était descendu par une cheminée chez une baronne. Il avait sauté par la fenêtre d'une duchesse qui demeurait au 5e étage. Le tout par amour et sans se faire de mal, etc. Madame Delaunay avait trop de bon sens pour écouter ces niaiseries. Mais elle eût peut-être mieux fait de les écouter que d'en entendre quelques mots au hasard.
tout dépend souvent, ici-bas, du pied sur lequel on se présente. Pour parler comme les écoliers, Valentin avait l'avantage sur Madame Delaunay. Pour lui reprocher d'être venue, elle attendait qu'il lui en demandât pardon. Il s'en garda bien, comme vous pensez. S'il eût été ce qu'elle le croyait, c'est-à-dire un homme à bonne fortune, il n'eût peut-être pas réussi près d'elle, car elle l'eût senti alors trop habile et trop sûr de lui. Mais il tremblait en la touchant, et cette preuve d'amour, jointe à un peu de crainte, troublait à la fois la tête et le cœur de la jeune femme. Il n'était point question dans tout cela de la salle à manger du notaire. Ils semblaient tous deux l'avoir oublié, mais quand arriva le signal du galop et que Valentin vint inviter la veuve, il fallut bien s'en souvenir. Il m'a assuré que de sa vie, il n'avait vu de plus beau visage que celui de Madame Delaunay quand il lui fit cette invitation. Son front, ses joues se couvrirent de rougeur. Tout le sang qu'elle avait au cœur reflua autour de ses grands yeux noirs, comme pour en faire ressortir la flamme. Elle se leva, à demi prête à accepter, et n'osant le faire, un léger frisson fit trembler ses épaules, qui cette fois n'étaient pas nues. Valentin lui tenait la main. Il la pressa doucement dans la sienne, comme pour lui dire « Ne craignez rien, je sens que vous m'aimez. » Avez-vous quelquefois réfléchi à la position d'une femme qui pardonne un baiser qu'on lui a dérobé? Au moment où elle promet de l'oublier, c'est à peu près comme si elle l'accordait. Valentin osa faire à Madame Delaunay quelques reproches de sa colère. Il se plaignit de sa sévérité, de l'éloignement où elle l'avait tenu. Il en vint enfin, non sans hésiter, à lui parler d'un petit jardin situé derrière sa maison, lieu retiré à l'ombrage épais, où nul œil indiscret ne pouvait pénétrer. Une fraîche cascade, par son murmure, y protégeait la causerie, la solitude, y protégeait l'amour. Nul bruit, nul témoin, nul danger. Parler d'un lieu pareil au milieu d'un monde, au son de la musique, dans le tourbillon d'une fête à une jeune femme qui vous écoute, qui n'accepte ni ne refuse, mais qui laisse dire et qui sourit. Ah, madame, parler ainsi d'un lieu pareil, c'est peut-être plus doux que d'y être. Tandis que Valentin se livrait sans réserve, la veuve écoutait sans réflexion. De temps en temps, aux ardents désirs, elle opposait une objection timide. De temps en temps, elle feignait de ne plus entendre, et si un mot lui avait échappé en rougissant, elle le faisait répéter. Sa main, pressée par celle du jeune homme, voulait être froide et immobile. Elle était inquiète et brûlante. Le hasard qui sert les amants voulut qu'en passant dans la salle à manger, il se retrouvât seul, comme la dernière fois. Valentin n'eut pas même la pensée de troubler la rêverie de sa valseuse et, à la place du désir, Madame Delaunay vit l'amour. Que vous dirais-je? Ce respect, cette audace, cette chambre, ce bal, l'occasion, et tout se réunissait pour la séduire. Elle ferma les yeux à demi, soupira et ne promit rien. Voilà, madame, pour quelle raison Madame Delaunay se mit à pleurer quand elle trouva le mouchoir de la marquise. Chapitre 7, les deux maîtresses. De ce que Valentin avait oublié ce mouchoir, il ne faut pas croire cependant qu'il n'en eût pas un dans sa poche. Pendant que Madame Delaunay pleurait, notre étourdi, qui n'en savait rien, était fort éloigné de pleurer. Il était dans un petit salon boisé, doré et musqué comme une bonbonnière, au fond d'un grand fauteuil de damas violet. Il écoutait après un bon dîner l'invitation à la valse de Weber. Et tout en prenant d'excellents cafés, il regardait de temps en temps le cou blanc de Madame de Parne. Celle-ci, dans tous ses atours et exaltée, comme dit Hoffmann, par une tasse de thé bien sucrée, faisait de son mieux de ses belles mains. Ce n'était pas de la petite musique, et il faut dire en toute justice qu'elle s'en tirait parfaitement. Je ne sais lequel méritait le plus d'éloges, ou du sentimental maître allemand, ou de l'intelligente musicienne, ou
de l'admirable instrument d'Érard qui renvoyait en vibration sonore la double inspiration qui l'animait. Le morceau fini, Valentin se leva et, tirant de sa poche un mouchoir, « Tenez !» dit-il, « je vous remercie. Voilà le mouchoir que vous m'avez prêté. » La marquise fit justement ce qu'avait fait Madame Delaunay. Elle regarda la marque aussitôt. Sa main délicate avait senti un tissu trop rude pour lui appartenir. Elle se connaissait aussi en broderie, mais il y en avait si peu que rien, assez pourtant pour dénoter une femme. Elle retourna 2 ou 3 fois le mouchoir, l'approcha timidement de son nez, le regarda encore, puis le jeta à Valentin en lui disant « Vous vous êtes trompé. Ce que vous me rendez là appartient à quelques femmes de chambre de votre mère. » Valentin, qui avait emporté par mégarde le mouchoir de Madame Delaunay, le reconnut et se sentit battre le cœur. « Pourquoi une femme de chambre ?» répondit-il. Mais la marquise s'était remise au piano. Peu lui importait une rivale qui se mouchait dans de la grosse toile. Elle reprit le presto, le mouvement très rapide de sa valse, et fit semblant de n'avoir pas entendu. Cette indifférence piqua Valentin. Il fit un tour de chambre et prit son chapeau. « Où allez-vous donc » demanda Madame de Parne. « Chez ma mère, rendre à sa femme de chambre le mouchoir qu'elle m'a prêté. »« Vous verra-t-on demain ? Nous avons un peu de musique et vous me ferez plaisir de venir dîner. »« Non, j'ai affaire toute la journée. » Il continuait à se promener et ne se décidait pas à sortir. La marquise se leva et vint à lui. « Vous êtes un singulier homme, lui dit-elle. Vous voudriez me voir jalouse ? Moi, pas du tout. La jalousie est un sentiment que je déteste. Pourquoi donc vous fâchez-vous de ce que je trouve à ce mouchoir un air d'antichambre ? Est-ce ma faute ou la vôtre ? Je ne m'en fâche point, je le trouve tout simple. » En parlant ainsi, il lui tournait le dos. Madame de Parne s'avança doucement, se saisit du mouchoir de Madame Delaunay et, s'approchant d'une fenêtre ouverte, le jeta dans la rue. « Mais que faites-vous » s'écria Valentin, et il s'élança pour le retenir. Mais il était trop tard. « Je veux savoir, dit en riant la marquise, jusqu'à quel point vous y tenez, et je suis curieuse de voir si vous descendrez le chercher. » Valentin hésita un instant, rougit de plaisir. Il voulut punir la marquise par quelques réponses piquantes, mais comme il arrive souvent, la colère lui ôtait l'esprit. Madame de Parne se mit à rire de plus belle. Il enfonça son chapeau sur sa tête et sortit en disant « Je vais le chercher ». Il chercha en effet longtemps, mais un mouchoir perdu est bientôt ramassé, et ce fut vainement qu'il revint 10 fois d'une borne à une autre. La marquise, à sa fenêtre, riait toujours en le regardant faire. Fatigué enfin, et un peu honteux, il s'éloigna sans lever la tête, feignant de ne pas s'apercevoir qu'on l'eût observé. Au coin de la rue pourtant, il se retourna et vit Madame de Parne qui ne riait plus, mais qui le suivait des yeux. Que va-t-il se passer dans la fin des 2 maîtresses ? Eh bien, vous le saurez très vite dans le prochain voyage au bout de la nuit. Cette nouvelle, elle est passionnante, évidemment très romantique. Quelle femme va-t-il choisir ? C'est assez jouissif de voir la façon dont il réagit, Valentin. En tout cas, j'ai été ravie de vous faire cette lecture pour vous. J'espère que vous avez apprécié la soirée. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité à l'émission. Également, je salue l'équipe technique des Voyages au bout de la nuit. Je vous souhaite une très belle journée sur notre chaîne et à très vite pour une nouvelle lecture. À bientôt.